Quand le psychotraumatisme s'invite dans l'espace thérapeutique, quels effets, quelles ressources dans notre pratique? Pourquoi ce thème? Eh bien, tout simplement parce que c'est celui qui m'a amené à faire médecine. Et puis, pendant mes études de médecine, je ne vais pas vous raconter, tu as fait ça bien mieux que moi, bien, ouais, tu l'as fait bien mieux que moi. Donc, oui, effectivement, j'ai pu avoir diverses expériences qui m'ont montré, à la fois comme interne et à la fois d'expériences personnelles, qui m'ont montré que si la technique est là, le relationnel était aux abonnés absents. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à l'hôpital général avant de faire psychiatrie. Ça a participé au fait que je me dise quand même, la médecine c'est bien, mais il va falloir que j'aille voir ailleurs sur la question de la relation. Imaginez les urgences, tant que j'étais de garde aux urgences, accident de la voie publique, une femme qui se fait traîner sur 400 mètres, qui arrive encore vivante, elle est dans la salle d'urgence, son mari décomposé est à côté d'elle, et le chirurgien, moi j'ai un interne, le chirurgien me dit « Bon, tu peux pas rentrer dans la pièce pour aller t'occuper de cet homme et sa femme, puisqu'on sait qu'elle va mourir et nous, on va aller préparer le bloc pour l'emmener au bloc, pour l'endormir en sachant qu'elle ne se réveillera jamais. » Et moi, jeune interne, je me retrouve là. Je me dis, putain, mais qui c'est qui a l'expérience là-dedans? Et vous imaginez comment... vous imaginez vous trouvez dans cette situation sans aucune connaissance. Et bah ouais. Donc c'est pour vous montrer que le rapport à la détresse, le rapport à la mort, alors qu'on est censé être expérimenté là-dedans, eh ben, pose problème. Et donc ça m'a amené, c'est ce qui m'a amené à faire psychiatrie. Et quand j'ai fait mes études de psychiatrie, enfin quand j'ai fait mon internat de psychiatrie, ce qui m'a intéressé, à côté des approches médicamenteuses, c'est évidemment la psychothérapie et de chercher à développer des approches non médicamenteuses. Et pourquoi? Avant, il y a une époque où le psychotraumatisme n'avait pas envahi l'espace public comme aujourd'hui, puisqu'il est partout, comme l'hypnose d'ailleurs. Ouais, je veux dire, la question du psychotraumatisme et de la présence des pathologies, je veux dire, psychiatriques en lien avec le psychotraumatisme. Et quand je parle psychiatrique, c'est pas que psychiatrique. C'est psychosomatique, c'est somatique. Et dans ce qui est du registre de chronique, tu vois, quand tu parlais par exemple de l'augmentation des psychoses, bah oui, mais le problème c'est qu'il faut savoir que les Américains ne savent pas faire la différence entre la schizophrénie et les psychoses traumatiques. C'est pas la schizophrénie comme on entend en guerre, c'est les psychoses traumatiques. Et une psychose traumatique, ça ne se traite pas comme une schizophrénie. Et donc, bah oui, il y avait des gens hospitalisés dont je me rendais bien compte où les médicaments étaient limitants, voire même pouvaient d'une certaine manière aggraver la situation. Et puis, l'autre aspect, donc c'est ce qui m'a amené vers la psychothérapie, à développer la psychothérapie dans ce sens-là. Et à ce moment-là, je me suis trouvé confronté à une situation. Alors, je vais rapidement vous passer quelques éléments du psychotrauma pour recontextualiser les choses. Je ne vais pas dérouler. Donc vous voyez, c'est un psychiatre, un psychanalyste qui s'appelle Oppenheim, qui en 1985 a développé le concept de névrose traumatique. Et c'est important de recontextualiser les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, la névrose traumatique, elle a été sur les grands accidents de train. C'est-à-dire très concrètement sur l'impact de ce que la société, je veux dire, on va dire, technologique dans laquelle on est, a développé. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, ils avaient constaté que la névrose traumatique, c'était pas que
les gens victimes d'accidents de train. C'était autant, et on l'a un peu oublié, les gens qui étaient spectateurs impuissants de ce qui arrivait, et puis, et on a encore oublié un peu plus, les équipes de soins. Vous suivez? Et ce qui veut dire que quand on reçoit quelqu'un, alors aujourd'hui la névrose traumatique, elle est passée en état de stress post-traumatique, et plus encore, un certain nombre de pathologies chroniques, c'est ce qu'on va appeler les traumas complexes, c'est ce que j'appelle les mondes traumatiques. Mais ces gens-là vont être des consommateurs importants de la médecine et de la psychiatrie et de la psychologie. Et donc, ça pose la question, n'est-ce pas, ça pose la question pour le soignant, n'est-ce pas, d'être en contact avec les événements, les effets que vont avoir les événements de vie chez les gens quand ils viennent nous voir. D'accord? C'est-à-dire ces effets qui sont toujours présents, qui perdurent dans le temps, voire dans lequel s'est développée la personne quand on travaille en pédopsychiatrie avec des enfants qui se développent dans les mondes traumatiques. Je salue d'ailleurs Guy Marie, qui est là, Guy Marie Alain, avec laquelle on a travaillé. On a eu la chance de travailler pendant 15 ans ensemble dans un IME qui recevait des enfants qui avaient des problèmes de retard mental léger. Et comme par hasard, ces problèmes de retard mental léger, pour les 2 tiers des enfants, étaient des enfants qui se développaient dans des mondes de carence affective, de maltraitance, de violence, d'abus, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de travailler sur le fait de comment prendre en compte et comment faire repartir ces enfants. Et vous verrez que c'est la question qui est posée à tout thérapeute, de comment mettre en place la sécurisation et comment repasser par l'expérience corporelle pour remettre en mouvement les gens. Et donc, on va être confronté, de thérapeutes, avec des gens qui vont être, dès lors qu'ils sont installés dans le psychotrauma, dans un processus de victimisation. Ils vont être à la quête du lien humain, ils vont être à la quête de sécurisation, la sécurisation dont on parlait tout à l'heure, ils vont être dans la quête de reconnaissance et dans la quête de sens. Et c'est ça qu'ils viennent chercher dans notre cabinet. Or, ils vont pouvoir l'exprimer d'une manière qui va solliciter chez nous des réponses qui ne sont pas toujours agréables à vivre. Si vous voyez ce que je veux dire. On va avancer. Et ça va s'exprimer chez eux par la sidération, par l'hystérisation de la relation. Vous savez qu'on a classé comme ça, en se focalisant sur les femmes, le diagnostic d'hystérie. Mais l'hystérie, c'est l'hystérisation de la relation. Et dans la plupart des cas, c'est des histoires de carence affective, de traumatisme qui sont derrière. Et puis de répétition compulsive. Mais c'est ça que nous allons avoir en face de nous, n'est-ce pas? Et bien sûr, ça va s'exprimer par, en miroir, le processus de déshumanisation. C'est-à-dire qu'on va être confronté à une histoire chaotique, envahissante, on va être confronté à une altération de la vision du monde et à une altération du sens de la vie. Et c'est tout ça qui va s'inviter dans notre cabinet. Avec la personne. Et bien sûr, tout ce que la personne va amener, que le patient va amener, va avoir comme fonction d'altérer la relation thérapeutique. Vous comprenez? C'est-à-dire que toute la question est qu'on n'est pas dans comment construire une relation thérapeutique, c'est comment arriver à mettre en place une relation thérapeutique avec quelqu'un qui va présenter sa problématique et mettre en scène sa problématique d'une manière qui altère la relation thérapeutique, parce que là où il devrait y avoir de la confiance, il va y avoir de la méfiance,
Là où il va y avoir de l'engagement, il va y avoir de la sidération. Là où il devrait y avoir une capacité à se projeter, on est en arrêt sur image. Et où, comment dirais-je, on va focaliser sur le passé. Et là où la thérapie devrait se dérouler dans le présent, la personne tente de nous ramener dans les rationalisations, dans toute sa problématique, de nous ramener sans arrêt sur son histoire passée. Et donc, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est pourquoi il y a autant de psys qui sont intéressés par le psychotraumatisme. Parce que je vais vous faire une confidence, et c'est la raison pour laquelle j'ai développé l'Institut et les formations qu'on y fait dedans, c'est que pour moi, je ne parle pas des psychotraumas simples, c'est quand on rentre dans le chronique, dans l'existentiel, dans les traumas complexes. La première personne qui est en danger, de mon point de vue, c'est le thérapeute. Et que toute la question pour travailler, de mon point de vue, sur le trauma complexe et le monde traumatique, ça commence d'abord parce que le thérapeute travaille sur lui. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, comme je vous ai dit, c'est le thérapeute qui est dans la problématique de risquer d'être dans un processus de traumatisation secondaire. Dans la mesure où il va impacter toute l'altération de la relation humaine en lien avec le vécu traumatique. Et ceci est vrai tant pour les psys que pour les soignants. Parce qu'il va se passer un certain nombre de choses problématiques. C'est que les thérapeutes comme les soignants vont se trouver dans une situation d'impuissance, d'incompréhension, voire de sidération. Et que ça va amener divers comportements chez nous qui vont être problématiques. L'indifférence. Mais le problème, c'est que l'indifférence ne protège pas des effets perceptifs dans la sphère sensorielle du vécu traumatique. Le rejet. Le rejet, c'est... J'étouffe, dégage, c'est insupportable pour moi. Et le phénomène de rejet. Et le troisième, et nous savons, nous, pour former des thérapeutes sur ce terrain-là, que ce troisième paramètre est extrêmement important, c'est l'adhésion du thérapeute au processus victimaire. C'est-à-dire la position de sauveur. Et nous sommes d'autant plus vulnérables à cette position de sauveur que nous ne sommes pas devenus thérapeutes par hasard. Et que si je commençais à faire une petite enquête chez tous les gens qui sont dans cette salle, nous n'aurions pas la surprise de découvrir que certains nombre d'entre nous, c'est bien parce qu'on a des histoires de ce genre-là que nous sommes devenus psy ou soignants. Ce qui veut dire que nous sommes nous-mêmes vulnérables aux effets de résonance du vécu victimaire. Je vais vous raconter une petite anecdote, là encore en médecine. Un jour, j'ai vu débarquer une infirmière des urgences. J'étais à l'hôpital, j'étais installé à La Roche-sur-Yon et c'était une infirmière de l'hôpital, de l'hôpital de La Roche. Et c'était le modèle de l'infirmière des urgences. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une sortie pour les trucs les plus trash, un accident de la route, suicide, etc., c'est elle qui était mobilisée. Quand elle arrivait dans mon cabinet, elle était totalement déshumanisée. Et ça ne va pas vous surprendre, parce qu'il faut savoir quand même que l'impact traumatique sur le thérapeute, à répétition, vous savez où ça mène? Au burn-out, au syndrome de surmenage. Eh bien, elle était évidemment dans un syndrome d'épuisement professionnel. Et elle était complètement robotisée. Elle n'avait plus aucun sentiment, plus qu'une émotion. C'était une mécanique, elle était dans l'effondrement.
Donc ça a quoi comme impact? Tant chez le psy que chez les soignants. Ben, ça va avoir des effets sur l'observance des rendez-vous. C'est les gens qui, comme par hasard, vous savez, vont jongler avec les rendez-vous. Qui vont vous demander 3 rendez-vous, vous appelez en urgence en disant « Oui, j'ai loupé mes rendez-vous, mais là, il faut absolument que vous me preniez, parce que là, je suis dans un état de détresse et c'est pas possible. » Et vous leur dites une petite technique. Bon, ben, puisque c'est comme ça, vous venez tout de suite. Et là, ils vous répondent « Ah non, mais là, je peux pas tout de suite. Je peux pas avant 48 heures, moi, j'ai autre chose à faire. » Ça vous parle? C'est ceux qui vont montrer des effets sur les interventions ou sur la prescription. C'est ceux avec lesquels on va avoir des ennuis. Par exemple, l'intervention chirurgicale va être proprement faite et la personne va avoir tous les ennuis post-opératoires, y compris ceux qu'on n'avait jamais imaginé avoir. On va prescrire le traitement et comme par hasard, il va y avoir tous les effets secondaires. Et on change de traitement et ça change strictement rien. C'est-à-dire que c'est impossible de mettre un traitement. On va engager la relation psychothérapique et si elle n'est pas engagée d'une manière où on s'est posé la question d'abord de une thérapie est-elle possible avec cette personne et comment opérer la rencontre, eh bien ça va partir en vrille. Évidemment, c'est les ruptures de traitement répétées. Les démultiplications de thérapeutes. Hein, vous savez, vous arrivez, non, bonjour, vous venez pour la première fois? Non, non, j'ai déjà consulté combien? Oh, 10, 15 fois. Bon, et vous? Ben, vous êtes prêt pour être le 16e sur la liste. Ou la 16e. D'accord? Et puis l'autre aspect extrêmement important et qu'on connaît tant, alors, Julien connaît bien ça dans la douleur, c'est la dépendance aux soignants ou aux examens ou au traitement. Et vous savez comment ça se passe chez nous, les psys, ça se passe sur les thérapies interminables, où la personne crée une telle dépendance qu'elle ne peut exister que dans cette dépendance. Et que la moindre tentative de séparation de notre part est vouée à l'échec. Donc si on n'a pas fait attention, ben, quand la pression est moindre, vous savez comment on fait. Je ne vais pas vous l'apprendre. À qui vais-je pouvoir refiler ce patient ou cette patiente parce que là, c'est vraiment trop pour moi? Ou comment je vais m'organiser pour faire en sorte qu'elle ne revienne plus jamais? Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai développé les formations pour cette question centrale et qui était celle, on oublie trop souvent dans les formations hypnose aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené à la pratique de l'hypnose. Mais chez moi, la pratique de l'hypnose a toujours été en lien avec la thérapie. C'est pas, j'ai jamais mis sur ma pancarte hypnothérapeute. Ça aurait été impensable pour moi, vous comprenez? Mais pourquoi la pratique de l'hypnose? Parce que comme vous l'avez compris, ou peut-être pas, c'est que la plupart de la symptomatologie traumatique, eh bien, est comparable au phénomène hypnotique. C'est-à-dire que c'est comme si la symptomatologie traumatique, c'est essentiellement des phénomènes hypnotiques inversés. C'est-à-dire dans le vécu négatif, au lieu d'être, je veux dire, dans la mobilisation des ressources. Et donc la question qu'on oublie trop souvent, c'est que quand on est avec un patient, et donc dans cette situation-là, c'est comment rentrer et comment aller le rencontrer dans son monde. Sauf que vous avez bien compris maintenant que le comment rencontrer dans son monde, c'est pas sauter pied à pieds joints dans le vécu traumatique et victimaire qui vient s'inviter avec lui dans votre cabinet. Et donc c'est comment rencontrer la personne tout en mettant en forme le monde traumatique, et c'est comment arriver à être à la fois avec l'autre et à la fois se décentrer de l'histoire, comment construire une alternative, comment rentrer dans l'espace commun avec cette personne. Et comment, ce qui va permettre, et c'est ça qui est important, comment rentrer dans cet espace pour renouer les liens humains altérés. Parce que dès que la personne a une histoire traumatique qui alterne les liens humains, ça n'est que par le retissage des liens humains
que cette personne pourra prendre appui sur le thérapeute et la relation au thérapeute pour sortir, mobiliser ses ressources, repartir dans la vie et sortir du monde traumatique. Et quand je parle de remettre en place le lien humain, c'est pas parler sur la relation, c'est d'être dans la relation, c'est-à-dire d'être à ce moment, c'est Anu qu'on a parlé d'ailleurs, à ce moment où il n'y a plus ni patient ni thérapeute, mais il n'y a que le lien humain. Donc c'est à mener sur le nous. C'est pour ça aussi que c'est important le travail, on le voit bien dans les gens qu'on a en formation, le travail avec les groupes de pairs et le travail aussi de supervision et de travail d'intervision, c'est-à-dire qui permet la décontamination des thérapeutes, parce que dès qu'on rentre dedans, on rentre en atmosphère contaminée, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Donc c'est nous qui avons travaillé d'abord sur nous. Comment on fait pour nous donner les moyens de pouvoir travailler, à rentrer en relation avec des gens qui sont dans ce monde-là, de telle sorte qu'ils puissent prendre appui sur la relation qui va être créée avec eux, de telle sorte qu'ils se remettent en mouvement dans la vie, qu'ils remobilisent les ressources. Voilà, donc apprendre à repérer et à soigner lorsque le lien humain est altéré, le processus de déshumanisation en place, et lorsque les patients tentent de nous agentiser, c'est-à-dire de nous instrumentaliser, pour entrer dans la dépendance. Voilà. Et pour moi, je veux dire, ça demande un travail, un apprentissage sur des formations qui doivent mobiliser d'abord et avant tout le thérapeute et lui permettre de lui-même se décontaminer du vécu traumatique ou des vécus traumatiques qui peuvent se balader dans son histoire et de retrouver la souplesse relationnelle nécessaire, indispensable pour que le patient puisse prendre appui sur cette relation. Voilà, donc je vous dis